Salut à tous. Ce soir, je vais ouvrir vos yeux dans la pénombre froide d'un matin médiéval, où vos os gémissent avant même que vous ne bougiez, et où la pierre sous votre corps mord comme de la glace. Vous n'êtes pas malade, pas maudite, vous êtes juste une femme, vos doigts sont raides, pas à cause de l'âge, mais d'un sommeil qui ne repose pas vraiment. Vous avez 13 ans, peut-être 14, et vous vous réveillez déjà comme ça tous les jours. Vous pensez que le soleil va bientôt se lever, mais vous n'en êtes pas sûr. Le temps n'est pas votre ami, c'est juste quelque chose qui passe entre les corvées. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer cette histoire et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici, et si vous lisez ceci depuis un lit douillet en 2025, dites-moi d'où vous êtes et quelle heure il est. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, tamisez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et commençons ce voyage ensemble. Vous vous extirpez du matelas de paille qui pique et s'affaisse sous votre poids. Pas de matelas moelleux, pas d'intimité, pas de coussin pour vos articulations. Votre père dort près du feu, qui s'est éteint depuis longtemps. L'air sent vaguement l'oignon brûlé et quelque chose de moisi, peut-être de la moisissure ou de la laine ancienne. Votre frère grogne et se retourne. Vous ne parlez pas. Parler le matin, ce n'est pas pour vous. Vous enfilez des chaussures en cuir raide, elles ne vous vont pas vraiment. Héritées de votre mère, qui ne vous parle presque plus. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle est épuisée d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Vous le comprendrez bientôt. Il n'y a pas de petit déjeuner prêt, peut-être du pain noir d'il y a 2 jours. S'il n'a pas moisi, vous mâchez sans appétit. La faim est une sensation que vous avez appris à ignorer. C'est comme la soif pendant le carême. Quelque chose à offrir. Vous sortez. Il fait encore noir. La boue a gelé en crête dentelée. Vous ne sentez plus vos doigts. Un vent s'infiltre sous votre châle et glace votre dos. C'est si silencieux que vous entendez vos dents claquer. Voici le vrai début de votre journée. Traînez des seaux depuis le puits. La poulie grince comme une vieille femme. L'eau éclabousse, gelant vos poignets. Vous murmurez une prière en laquelle vous ne croyez pas. Pas pour le salut, mais pour qu'il n'y ait plus de vent. Ce qu'on mentionne rarement, c'est que la plupart des maisons médiévales n'avaient pas de chauffage intérieur. Si vous aviez de la chance, il y avait un foyer central. Si vous étiez réaliste, vous saviez qu'il s'éteignait la nuit et que le froid s'infiltrait par les murs. De l'isolation, un rêve du futur. On romantise les châteaux, les tours de pierre, les poutres en bois, mais rien de tout cela ne retient la chaleur. Les femmes portaient couche sur couche, et pourtant leurs orteils noircissaient en hiver. Les engelures n'étaient pas appelées ainsi, on disait la volonté de Dieu, et cela pouvait vous coûter un orteil, ou pire. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes avaient accès à des manteaux chauds dans les foyers paysans, ou si tout ce qui était de valeur allait d'abord aux hommes. Une anecdote étrange, certaines femmes glissaient des pommes de terre chaudes dans leurs jupes juste pour survivre au froid du matin. Pas pour manger, pour ne pas geler. Et voici le paradoxe, aussi glacial que soit votre matin. Transpirer était une faute punissable, du moins dans les cours nobles. Si vous étiez dame de compagnie, on attendait de vous que vous restiez délicate, même sous des couches de velours. Que Dieu vous aide si votre front trahissait la vérité de votre souffrance. Vos corvées vous attendent, elles sont toujours là. Vous n'êtes pas en retard, parce que vous n'êtes jamais en avance. Ici, le temps est lié aux tâches, pas aux horloges. Vous nourrissez les poules, si vous en avez. Vous trayez la chèvre, si vous en avez une. Sinon, vous marchez jusqu'au manoir pour le faire pour quelqu'un d'autre. Vos mains sont déjà gercées, vous les glissez dans vos manches en prétendant que ça change quelque chose, ça ne change rien.
Et pendant que vous vous penchez sur la nourriture des poules, n'oubliez pas, votre corps est déjà évalué. Votre démarche, votre posture, vos hanches. Les gens jettent un coup d'œil, jugent, murmurent. Vous êtes une fille, ce qui signifie que vous êtes un futur réceptacle, et les réceptacles sont inspectés. Le silence de cette vie n'est pas paisible, il est lourd. Il pèse sur votre poitrine. Vous n'avez jamais connu la chaleur. Pas vraiment. Pas au sens où les gens modernes l'entendent. Vous connaissez la proximité, le souffle qui embue l'air, mais pas le confort, pas la douceur. On ne vous a jamais appris à l'attendre, et il vous reste au moins 60 hivers comme celui-ci. Si vous vivez aussi longtemps, vous avez 14 ans maintenant, mais personne ne vous demande ce que vous en pensez. Ce n'est pas l'âge de devenir, c'est l'âge d'être revendiqué. Pas de fête pour vos 16 ans. Juste un murmure de fiançailles dans votre dos et un hochement de tête de votre père autour d'une chope de bière. Vous êtes déjà promise, comme si vous étiez une miche de pain attendant de lever. Votre futur mari a 19 ans, peut-être 20, et sans le fer et l'oignon, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vous n'êtes pas censé vous en soucier. Les sentiments, c'est pour les poèmes, pas pour les filles paysannes, et encore moins pour les futures épouses. L'arrangement est pratique. Votre père a une dette, et vous êtes la garantie. Votre mère ne proteste pas, elle a fait pareil à votre âge. Ses mains tremblent quand elle coud votre chemise de mariage, mais elle ne dit pas pourquoi. Peut-être le froid, peut-être le regret. Les historiens débattent encore pour savoir si les filles étaient officiellement considérées comme prêtes au mariage à 12 ou 14 ans. Selon les régions, mais officieusement, dès que vous saigniez, vous étiez femme, ce n'était pas une célébration, c'était une échéance, l'église le bénissait, les voisins acquiesçaient, et personne, pas une seule personne, ne vous demandait votre avis. Vous n'êtes pas encore enceinte, mais la pression est déjà là, votre valeur en dépend. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, votre mari peut vous renvoyer, pas avec violence, avec des papiers, une annulation discrète, une honte publique. Et ensuite, vous retournez chez vous comme un bien endommagé, plus vierge, pas tout à fait épouse, un point d'interrogation ambulant. Vous êtes chanceuse si vous évitez cela, ou peut-être malchanceuse. Car rester marié signifie que votre corps devient une récolte saisonnière. On attend qu'il produise, on le mesure quand il ne le fait pas. Une anecdote curieuse, dans certaines régions d'Angleterre médiévale, une femme pouvait être examinée, oui, physiquement examinée, par des sages-femmes mandatées par l'Église pour confirmer si sa virginité était perdue. Elles utilisaient même des objets symboliques, comme un tissu blanc ou des cierges sacrés. Pendant le processus, un prêtre aurait décrit cette inspection comme un inconfort sacré. Comme si ça aidait, aujourd'hui, vous raccommodez un ourlet quand votre mère s'éclaircit la gorge. Il a envoyé un message, dit-elle. Vous ne demandez pas qui, vous savez déjà, le garçon, l'homme, qui va vous prendre, pas pour un rendez-vous. Pour la vie, il a annoncé qu'il arrivera après la moisson. Ça vous laisse 3 mois pour vous préparer. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous faites semblant. Votre mère aussi, vous avez envie de pleurer. Vous ne le faites pas. Pleurer ne changera rien. Ça pourrait même fâcher votre père. Il n'est pas cruel, juste fatigué. C'est la malédiction de l'époque. Personne n'a de place pour vos sentiments. Ils ont des champs à cultiver et des murs à réparer. Vous sortez, besoin d'air. Il n'y en a pas. Juste la fumée des feux de chaume voisins et l'odeur aigre des déchets animaux. Vous vous adossez au mur de la grange et tracez votre nom dans la boue avec un bâton. C'est le seul endroit où vous êtes autorisé à l'écrire. Les filles de votre village ne lisent pas. Pas vraiment. Peut-être les psaumes, si vous avez de la chance.
Mais des lettres d'amour? Non, l'amour. Ici, ne s'écrit pas, il s'arrange, une fille a essayé de fuir, elle avait 16 ans. Ils l'ont retrouvée cachée dans un grenier et lui ont rasé la tête. Ce n'était pas juste une punition, c'était une humiliation. Pas de cheveux, pas de beauté, pas de beauté, pas de prétendant. Elle a été placée sous surveillance à domicile pendant 2 ans. La leçon a marqué: vous touchez vos cheveux sans y penser. Les vôtres sont tressés, grossièrement. Vous ne savez pas s'il les aimera. Vous ne savez pas si ça compte. Il y a un coq à proximité qui hurle comme s'il en savait trop. Vous avez envie de hurler avec lui. La nuit, vous entendez votre père marmonner à propos de dot et de grains. Votre mère parle doucement, plaidant pour plus de temps. Mais que peuvent-ils retarder? Vous ne leur appartenez plus. Un mariage n'arrive pas avec de la musique et des voiles. Il arrive avec des obligations. Et vous savez, au fond, que tous les rêves d'amour que vous aviez seront enterrés sous les mêmes planches que votre grand-mère a posées avant de mourir, ce qu'on ne mentionne jamais. Les mariages médiévaux commençaient souvent entre étrangers. Les couples pouvaient ne pas parler avant la cérémonie. Pas de cours, pas de consentement. Juste l'approbation des tuteurs masculins et une bénédiction hâtive. Et pourtant, les gens survivaient à cela. Les femmes s'adaptaient. Certaines trouvaient même des moments de paix, coupant de la lavande ou murmurant des secrets dans des marmites de soupe quand personne n'écoutait. Mais ce soir, vous fixez un plafond fissuré, vous demandant si quelqu'un se souciera un jour de votre peur. Vous tracez le même mot dans vos pensées, encore et encore. S'il vous plaît, pas encore. S'il vous plaît, pas lui. S'il vous plaît, laissez-moi être une fille encore un peu. Personne n'entend, pas encore. Vous avez 15 ans, et on commence à parler de vous comme mûr, pas comme un fruit, pas comme une beauté, mais comme une terre, mûre pour être plantée, mûre pour être revendiquée. Le monde n'attend pas votre consentement, il attend seulement votre ventre. Vous le savez parce que toutes les femmes autour de vous le vivent. Votre tante a accouché 12 fois et en a enterré la moitié. Votre voisine porte son bébé tout en gardant les moutons, et elle saigne encore de son dernier accouchement. Vous faites semblant de ne pas remarquer la douleur dans sa démarche. Tout le monde fait semblant. C'est plus sûr. Votre corps est devenu autre chose, pas le vôtre, pas sacré, juste inspecté, observé, commenté. Une sage-femme passe parfois, elle ne vous sourit jamais, seulement à votre mère, et seulement quand il s'agit de cycles. Est-elle régulière? Demande-t-elle. Comme si c'était un rendement agricole. Vous ne dites rien. Ce n'est pas votre place. Voici un fait historique glaçant. Dans de nombreuses régions médiévales, les couples nouvellement mariés devaient présenter des draps tachés de sang pour prouver la virginité. Pas de sang, pas de preuve. Pas de preuve, pas d'honneur. Certaines filles et les filles étaient sans sprématis désespérés se piquaient les doigts. D'autres se fourraient un tissu dans la bouche pour étouffer leurs cris de douleur. De toute façon, il fallait produire une preuve, sur commande, même si cela signifiait saigner à la demande. Mais il y a pire. Si vous ne concevez pas dans l'année, les murmures commencent. Stérile, maudite, punie, peu importe comment est le mari. Peut-être qu'il boit trop, peut-être qu'il laisse des bleus. Pourtant, s'il n'y a pas d'enfant, le problème, c'est vous. Vous restez éveillé la nuit, vous sentant trahi par votre propre corps, trop jeune pour porter, trop jeune pour protester, et pourtant, tout le monde compte votre utilité comme une chandelle qui se consume. Les érudits débattent encore pour savoir si les femmes médiévales comprenaient vraiment les cycles reproductifs, ou si leur connaissance était filtrée et réduite au silence par les enseignements de l'Église. Certains disent que les femmes sages en savaient plus qu'on ne le pense. D'autres affirment que la désinformation était si profonde que même les sages-femmes répétaient les mêmes erreurs. Comme la croyance qu'éternuer après un rapport pouvait empêcher une grossesse,
Oui, vraiment. Vous essayez de ne pas y penser. Vous vous concentrez sur la corvée d'aujourd'hui, lavez la tunique de votre mari, vous êtes marié maintenant. Après tout, ça s'est passé le mois dernier, il y avait une miche de pain, une chope de bière diluée et une litanie de mots latins marmonnés. Votre nom a changé, votre vie aussi. Il n'est pas cruel, pas exactement, juste indifférent. Vous existez maintenant pour faire à manger et des enfants, pas de l'art, pas des amis, pas de bruit. Vous avez essayé de chanter une fois, une vieille berceuse que votre mère fredonnait. Il vous a dit de vous taire. Seuls les ivrognes et les prostituées chantent dans les rues. Vous avez souri et plié le linge. Parce que sourire est plus sûr qu'expliquer. Vous lavez la tunique dans une eau glacée, le savon brûle vos mains. Trop alcalin. Le tissu ne devient pas vraiment propre. La saleté s'est incrustée dans son âme. Vous savez ce que ça fait. Voici une vérité étrange. Les nobles pouvaient avoir des servantes, mais elles n'étaient pas libres non plus. Leur ventre est impolitique. Leurs enfants, des alliances, leurs fausses couches, des tragédies nationales, les paysannes saignaient dans la boue, les nobles saignaient dans des halls de marbre, mais toutes saignaient, et toutes étaient blâmées. Vous suspendez la tunique sur une corde tordue et la fixez comme si elle allait parler. Peut-être dira-t-elle « Tu es plus que ça ». Peut-être pas, peut-être que cette voix est là, la vôtre, enfouie sous trop d'années d'ignorance. Vous passez devant un groupe de femmes plus âgées qui murmurent près du puits. Leurs yeux vous suivent, l'une hausse un sourcil, une autre touche le côté de son ventre. Vous ressentez une honte naître dans votre estomac pour des raisons que vous ne pouvez nommer. Vous ne montrez rien, vous n'êtes même pas en retard, mais l'examen a commencé, il n'y a pas de joie dans l'attente, seulement de la pression. Lui donnerez-vous un fils? Échouerez-vous? Car ne vous y trompez pas, si votre premier enfant est une fille, ce ne sera pas votre enfant à leurs yeux, ce sera une déception dont vous, et vous seul, serez responsables, vous alimentez le feu à la maison et regardez la fumée ramper vers la cheminée comme une prière qui ne s'élève pas tout à fait. Vous vous demandez si cela a toujours été ainsi, si chaque fil dans l'histoire a fixé des cendres en se demandant « Est-ce tout ?» Certains jours, vous pensez que oui, d'autres jours, vous êtes trop fatigué pour penser tout court, vous avez 16 ans, et aujourd'hui, vous allez être belle. Pas parce que vous le ressentez, mais parce qu'on vous a dit que c'est attendu, et pas jolie comme une fleur de printemps ou un sourire au crépuscule, non. Belle à la manière médiévale, c'est-à-dire obéissante, pâle et légèrement maladive. Vous frottez de la poudre de plomb écrasée sur votre peau, car un teint clair signale la vertu. Une peau bronzée signifie que vous travaillez dans les champs. Une peau pâle signifie que vous restez à l'intérieur, protégé, contrôlé. Vous essayez de ne pas tousser alors que la poussière colle à vos narines. Une anecdote curieuse, dans certains foyers nobles, les femmes appliquaient des mélanges faits de vinaigre et de craie blanche, ou pire, de mercure broyé, pour blanchir leur visage. Certaines utilisaient même des blancs d'œufs crus pour un éclat tendu et brillant. Ça fonctionnait, brièvement. Et ensuite, leurs dents tombaient, vous regardez dans un morceau de métal déformé qui sert de miroir, vos lèvres semblent trop rouges. C'est un problème. Le rouge, c'est la couleur de la tentation, et personne n'aime une tentatrice. Alors, vous les frottez avec de la cendre pour en atténuer la teinte, votre mari ne le remarque pas. Il ne remarque jamais. Mais les autres femmes, oui. Et le prêtre pourrait. Vous ne portez pas de maquillage pour le romantisme, vous le portez pour survivre au jugement social.
Vos cheveux sont enfin longs. C'est bien. Des cheveux longs signifient la fertilité. Vous les tressez si fort que ça tire sur votre cuir chevelu. Vous imaginez la douleur comme un halo. C'est ce qu'on vous a appris. La beauté sans souffrance. C'est juste de la paresse. Les historiens débattent encore pour savoir si les normes de beauté médiévales venaient principalement des textes religieux, de l'influence romaine ancienne ou des signaux de classe en évolution. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Les femmes apprenaient tôt qu'être attirantes signifiait paraître fragile. Une noble était soi-disant si pâle qu'on la décrivait comme un esprit flottant dans du lin. C'était censé être un compliment. En ville, vous voyez une femme portant des bagues à chaque doigt. Elle n'est pas riche, elle est stérile. C'est une vieille superstition. Chaque bague étant une prière silencieuse pour une conception. Vous vous demandez si votre mère a déjà fait ça. Vous vous demandez si vous le ferez. Dans la rue, 2 garçons sifflent. Pas sur vous, sur la fille derrière vous. Nouvelle au village, avec des taches de rousseur étranges. Vous l'enviez, pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle marche encore comme si son corps lui appartenait. Vous marchiez comme ça avant. De retour à la maison, votre mère vous tend un bol d'herbe à faire bouillir pour un bain de vapeur faciale. Elle dit que ça va éclaircir vos yeux. Vous savez que ça va brûler vos poumons, mais vous le faites quand même. Vous voulez être vu, et parfois la douleur est la seule lumière que vous avez. Plus tard, vous piquez votre doigt avec une aiguille propre et appliquez une touche de sang sur vos joues. Juste un peu. Une fausse rougeur, un phare fait de vie, ça pique, vous l'accueillez. Tout cela est très scientifique, à la manière médiévale. Pores ouverts et wow santé, expression fermée et oro vertu, yeux écarquillés et wow soumission. Vous pratiquez votre visage de bonne fille, vous vous améliorez. Une anecdote étrange. Certaines femmes du XIVe siècle croyaient que placer de la graisse animale crue sous les yeux réduisait les poches. L'odeur était insupportable, mais la vanité était plus forte. D'autres juraient par des scarabées écrasés, des perles broyées ou des cendres de grenouille. Vous vous demandez qui les a essayées en premier, et s'ils l'ont regretté. Vous captez votre reflet à nouveau, toujours pas parfait, mais mieux, vous pressez vos mains sur vos joues, essayant de les réchauffer. Peut-être passerez-vous pour plaisante aujourd'hui. Votre mari entre, il grogne. C'est ce qui se rapproche le plus d'une approbation. Vous vous sentez ridicule d'avoir espéré qu'il remarque vos efforts. Vous retournez au foyer, prétendant entretenir le feu, mais en réalité, vous cachez votre visage dans l'ombre. Certaines nuits, vous essuyez tout, la craie, la cendre, les blancs d'œufs, tout. Votre peau est à vif sous le masque, et pourtant, vous vous demandez encore si c'est la laideur ou la défiance qui vous rend invisible. Parce que la pire vérité est, personne ne vous a dit que vous étiez belle avant de vous dire d'être belle. Vous avez 17 ans, et vos doigts ont oublié la douceur. Ils se sont raidis autour du fil, du métier à tisser et des callosités. Chaque jour commence de la même manière, pas avec un souffle ou une prière, mais avec le travail. Avant le lever du soleil, avant même que vos pensées ne s'étirent, vos mains sont déjà en mouvement, filant, tissant, raccommodant. Il n'existe pas d'oisiveté pour vous. L'oisiveté attire les soupçons. Une femme avec du temps libre pourrait parler, poser des questions, penser. Alors, vous travaillez, le métier à tisser se dresse comme une porte de prison. Massif, en bois, grinçant à chaque mouvement, vous lui donnez de la laine, vous le battez pour lui donner forme, vous bougez vos pieds en rythme jusqu'à ce que vous oubliez leur existence. Les heures passent, votre colonne vertébrale implore, vos yeux se brouillent,
mais le tissu grandit lentement. Voici un fait courant. Dans la plupart des foyers paysans, le travail textile était le cœur de la journée d'une femme. Du cardage de la laine au filage du fil, jusqu'au tissage du tissu, chaque étape était la sienne. Et pendant que les hommes labouraient en les champs, c'était souvent le travail des femmes qui produisait les vêtements permettant de passer l'hiver, et pourtant, personne ne vous félicite, vous terminez le travail en silence, puis recommencez. Votre pouce saigne encore aujourd'hui, la quenouille l'a mordue, sèche et tranchante. Vous l'enveloppez d'un peu de lin et continuez, vous ne grimacez même pas. Parfois, si vous travaillez assez longtemps sans pleurer, votre mère peut vous apporter du bouillon, maigre, salé, à peine plus qu'une eau tiède, mais c'est une gentillesse. Vous le sirotez, prétendant que c'est une soupe d'un festin royal. Cette fantaisie dure environ 10 secondes. Votre corps a faim. Pas métaphoriquement, vraiment, viscéralement affamé. Vous le ressentez dans vos os, dans la façon dont vos cheveux s'amincissent, dans le fait que vous ne saignez plus, mais personne ne le remarque. Ou plutôt, personne ne s'en soucie. Tant que vous continuez à tisser, filer, pétrir, vous êtes utile. Une anecdote marginale, il existe des récits de femmes s'évanouissant à leur métier, trop épuisées pour tenir debout, trop effrayées pour s'arrêter. Une noble a même commandé un livre de prières à enchaîner près de son métier, pour qu'elle puisse lire en tissant et rester vertueuse. C'est ça. La productivité était liée à la piété. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes médiévales étaient valorisées pour leur travail ou simplement tolérées pour celui-ci. Certains suggèrent que les épouses paysannes avaient plus de pouvoir réel que les nobles, au moins économiquement. D'autres insistent sur le fait que c'était de l'exploitation dans une robe plus jolie. De toute façon, vous n'appelleriez pas ça la liberté. Vous pensez parfois à votre sœur, celle qui est morte bébé, votre mère n'en parle jamais, mais vous avez vu la petite chemise qu'elle gardait pliée dans une boîte. Votre propre chemise sera enterrée avec vous un jour, probablement celle que vous portez maintenant. Votre seule évasion vient quand on vous demande de livrer de la laine au village voisin. Vous marchez les 2 miles pieds nus. Ça préserve les chaussures. Et vous respirez différemment hors de la portée du métier. Mais la liberté est brève. Un homme sur le chemin vous regarde, vous serrez le panier plus fort. Détournez les yeux, vous accélérez le pas sans courir. On vous a appris, courir signifie la culpabilité. Rester immobile signifie le danger. Vous choisissez le chemin étroit entre les deux. Vous arrivez, le cœur battant, vous souriez poliment, personne ne demande votre nom. On demande « Où est le paiement ?» Vous remettez le tissu, ils hochent la tête, vous repartez, la nuit, vous rêvez de choses douces, des oreillers, des pêches, des plumes, vous vous réveillez avec du foin coincé dans les cheveux et le métier qui grince dans le coin, et vous vous demandez, pas pour la première fois, si vos mains oublieront un jour comment souffrir, vous avez 18 ans, et vous êtes devenu un calendrier vivant, pas pour vos corvées, pas pour vos fêtes, mais pour votre cycle. Les parties les plus intimes de vous sont maintenant une affaire publique. Le prêtre vous observe plus attentivement ce mois-ci. Pas avec convoitise, mais avec cet examen pincé, réservé au bétail et aux hérétiques. Vous avez manqué la communion une fois, puis 2. Les gens murmurent et vous sentez leurs yeux quand vous vous agenouillez. Parce que voici la vérité, votre corps ne vous appartient plus, ni physiquement, ni spirituellement. Il appartient au village, à l'église, aux attentes murmurées de fertilité. Vous recommencez à saigner aujourd'hui, le soulagement vous envahit, pas pour la santé, mais parce que ça signifie
que vous n'êtes pas enceinte. Pas encore. Vous cachez le tissu dans le feu. Les cendres ne trahissent pas de secret. Un fait historique courant dans de nombreuses communautés chrétiennes médiévales. Les menstruations étaient considérées comme impures. Les femmes étaient souvent interdites d'entrer dans les églises, de toucher des reliques sacrées, ou même de cuire le pain de communion pendant qu'elles saignaient. Certaines dormaient même à l'écart de leur mari dans des tentes rouges ou des abris, mais c'étaient les chanceuses, celles qui avaient de l'espace. Vous dormez dans le même lit, la même couverture, le même air soupirant. Si votre mari remarque vos crampes, il vous traite de lunatique. S'il ne les remarque pas, il grimpe sur vous et appelle ça un devoir. Il y a une sage-femme à proximité qui connaît les herbes, pas toutes légales, pas toutes sûres. Vous avez entendu qu'elle a aidé une femme à perdre tôt. L'Église appelle ça un meurtre. Le village appelle ça maléfique. Mais la fille qu'elle a aidée appelle ça une miséricorde. Vous passez devant sa chaumière. Aujourd'hui, votre main frôlant l'ourlet de votre chemise, juste au cas où, juste pour vous rappeler qu'il pourrait y avoir des options. Vous n'entrez pas encore. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes au Moyen-Âge avaient des connaissances reproductives répandues. Certains insistent sur le fait qu'elles en avaient, transmises secrètement par les sages-femmes et les herboristes. D'autres croient que l'emprise de l'Église était trop forte, trop paranoïaque, et que la plupart de ces savoirs ont été étouffés ou déformés. Ce qui est certain, vous apprenez à ne rien dire. Vous apprenez à compter les jours dans votre tête et à prétendre que c'est un hymne. Aujourd'hui, une vieille femme vous attrape le bras pendant que vous puisez de l'eau. Elle se penche et murmure « Ne mange pas de persil si tu es en retard ». Vous clignez des yeux. Elle est partie avant que vous ne puissiez demander ce que ça veut dire. Vous apprenez plus tard que le persil était considéré comme abortif, tout comme la menthe pouliot, le tanési et certaines racines amères, mais les utiliser pouvait mener à des accusations de sorcellerie. Ou pire, à l'excommunication. Et pourtant, les femmes se souvenaient, elles transmettaient ces choses à travers des poèmes, des recettes de pain, des conseils étrangement précis enveloppés d'avertissements. L'ironie, vous êtes censée être silencieuse, une femme vertueuse garde la bouche fermée, et pourtant, toute votre valeur dépend de ce que votre corps dit, à travers le sang. L'enflure, la naissance, la contradiction vous rongent à l'Église. Le père Elias donne un sermon sur Ève. Il la qualifie de curieuse, dangereuse, déchue. Vous bougez sur votre siège. Les hommes hochent la tête solennellement. Les femmes restent assises comme des pierres. Vous imaginez crier. Juste une fois. Et Adam. Alors, mais votre gorge se ferme avant même que la pensée ne soit pleinement formée. Vous passez par le marché en rentrant. Un marchand vante de la lavande séchée pour purifier l'âme féminine. Vous riez presque. Votre âme n'a pas besoin de purification. Elle a besoin de permission d'exister. Ce soir, votre mari touche votre ventre, murmure quelque chose à propos d'un pressentiment. Vous fermez les yeux et comptez à rebours. Peut-être que les herbes ont fonctionné, peut-être pas, mais au fond, vous commencez à vous préparer aux deux issues, et dans les deux cas, vous le ferez en silence. Car même le silence, dans votre monde, est une tactique de survie. Vous avez 9 ans maintenant, et vous avez maîtrisé l'art de disparaître, pas physiquement. Vous puisez toujours de l'eau, faites du pain, raccommodez des tissus, mais vocalement, émotionnellement, vous êtes devenu un fantôme avec des corvées. Vous ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole, vous hochez la tête, souriez quand c'est nécessaire, et réduisez votre rire à un murmure. Ce n'est pas que vous êtes timide, c'est que le silence est plus sûr. Vous fredonniez autrefois en pétrissant la pâte. Une fois, votre mari vous a dit de vous taire. Les épouses bruyantes invitent les démons. Il l'a dit comme une blague,
mais son regard n'était pas drôle. Vous plaisantiez avec votre cousine en filant la laine. Une voisine a entendu et a averti votre mère, disant que les filles avec des langues agitées apportent la honte. Votre cousine a été mariée dans la semaine à un homme boiteux au caractère aigre. Alors maintenant, vous vous taisez. Un fait courant. Dans de nombreuses cultures médiévales, le silence des femmes était considéré comme une vertu divine. La femme parfaite était modeste, silencieuse et immobile. Dans certains textes monastiques, le bavardage féminin était décrit comme la harpe du diable. Une épouse trop bavarde pouvait même être motif d'annulation. Vous ne muselez pas seulement vos paroles, vous muselez vos pensées. Vous arrêtez de finir vos phrases dans votre tête, vous censurez vos propres souvenirs, vous entraînez votre cerveau à répéter des phrases neutres comme « le feu a besoin d'être alimenté » ou « le pain est presque prêt ». Elles vous gardent en sécurité. Une anecdote étrange. Certains guides médicaux du XIIIe siècle affirmaient que trop parler chez les femmes pouvait causer des maladies de l'utérus. Oui, trop parler était censé perturber l'utérus. Le remède prescrit, plus de silence, parfois même une saignée. Vous vous demandez si votre grand-mère croyait cela. Vous vous demandez si elle a déjà eu envie de crier, mais l'a retenu si longtemps que ça a façonné sa posture. Vous balayez le foyer. Remarquant comment la suie noircit l'ourlet de votre jupe, vous ne vous plaignez pas. Il y a une expression ici pour les femmes qui se plaignent. Des bouches comme des loups, des ventres comme la sécheresse. Vous n'êtes même pas sûr de ce que ça veut dire, mais ça finit toujours par une réprimande. Vous entendez frapper à la porte. C'est votre belle-sœur. Pâle et lèvres pincées, elle ne parle jamais en public, mais aujourd'hui, elle agrippe votre poignet et murmure « Je ne supporte plus le silence ». Sa voix se brise comme de la glace, vous ne répondez pas, vous pressez juste vos doigts contre les siens. C'est ainsi que les femmes parlent maintenant, par la pression, les regards, les pauses. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes au Moyen-Âge avaient des réseaux de communication informels, ou si la sororité était un mythe. Certains pointent du doigt les cercles de broderie et la cuisson commune du pain comme une résistance codée. D'autres disent que c'est une absurdité romantisée, que la peur gardait tout le monde isolé. Mais ce soir, vous allumez le feu et fixez les braises, vous souvenant de quelque chose que vous n'êtes pas censé vous rappeler. Quand vous étiez petite, votre mère vous a chanté une fois, une seule fois, juste une berceuse. Mais la mélodie a vécu dans le fond de votre gorge depuis, vous la fredonnez en silence. Vous n'osez pas laisser la mélodie s'élever, mais vous la laissez exister. Et pendant quelques secondes, votre silence devient quelque chose de puissant, pas de faible, une arme, une tempête en attente. Vous ne parlez peut-être pas fort, mais vous n'êtes pas oublié, et votre voix non plus. Vous avez 20 ans maintenant, et vous connaissez la forêt mieux que vous ne connaissez votre mari. Pas parce qu'elle vous appartient, rien ne vous appartient vraiment, mais parce qu'elle écoute, les arbres ne jugent pas, les herbes ne posent pas de questions, et la mousse sous vos genoux ne se soucie pas de ce que la société attend de vous. Vous venez souvent ici, sous prétexte de ramasser du bois ou de cueillir des champignons, mais ce que vous faites vraiment, c'est collecter des savoirs, des herbes, des racines, des fleurs, certaines pour guérir, d'autres pour apaiser, certaines pour mettre fin aux choses si nécessaire. Vous avez appris de votre mère, qui a appris de la sienne, silencieusement, par des gestes, par la manière prudente dont elle cueillait de la camomille quand votre frère brûlait de fièvre, ou comment elle glissait de l'armoise sous votre oreiller quand vos cauchemars venaient. Mais c'est un savoir dangereux, très dangereux, parce que si vous nommez trop de plantes, si vous connaissez trop de propriétés, les gens commencent à vous regarder différemment, vous devenez suspecte, ou pire, contre nature. Un fait courant,
Dans une grande partie de l'Europe médiévale, les femmes qui pratiquaient la médecine par les plantes marchaient sur une ligne fine entre guérisseuses et sorcières. Une ville pouvait vous remercier pour avoir soigné une toux. La suivante pouvait vous noyer pour en savoir trop sur la belladone. Aujourd'hui, vous cueillez de l'achillée et de la rue, vos doigts bougeant rapidement, cachant le paquet sous votre tablier. Une voisine vous aperçoit. Elle hoche la tête une fois, sévère, respectueuse. Vous vous demandez si elle sait ce que vous savez. Vous vous demandez si elle a dû prendre la même décision. Une anecdote curieuse, dans certains villages français du XIVe siècle, les femmes transmettaient le savoir des herbes à travers des berceuses. Oui, des chansons pour enfants inoffensives portaient des instructions pour des remèdes et des abortifs, cachés sous des vers sur les oiseaux et les rivières. Une ballade, soi-disant à propos d'un renard dansant, était en réalité une liste codée de stimulants menstruels. La mélodie était douce, le sens était tranchant, vous fredonnez en rentrant chez vous, votre mari est rentré tôt, vous cachez les herbes dans un panier d'oignons, il ne remarque pas, il remarque rarement, mais vous remarquez tout. La façon dont votre ventre semble plus lourd cette semaine, la façon dont votre peau gratte étrangement, la façon dont vos rêves reviennent sans cesse à cette sage-femme qui marche toujours un peu trop silencieusement. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes choisissaient l'herboristerie par autonomie ou par simple survie, parce que quand le seul médecin est un moine qui ne vous parle pas sans un homme présent, que pouvez-vous faire d'autre ? Vous faites bouillir de l'eau et infuser un peu de menthe. C'est sûr, c'est ordinaire, mais dans votre manche, il y a un sachet de silphium. Si vous croyez les rumeurs qu'il pousse encore près des champs romains en ruine, vous le touchez comme un talisman. Ce soir, votre belle-sœur vous rend visite à nouveau. Ses lèvres sont gercées, ses yeux furtifs. Elle ne s'assoit pas. Elle murmure « Il en veut un autre ». Vous ne dites rien. Vous glissez simplement votre panier plus près d'elle et vous levez. Pas de questions, pas de jugement, juste une respiration partagée et un léger hochement de tête. C'est ainsi que la rébellion survit, pas par les épées, par les graines, par la soupe, par des sachets passés de main en main entre des femmes portant trop de chagrin et pas assez de choix. Vous allumez une bougie quand elle part, vous la placez à la fenêtre, pas pour la lumière, pour un signal, parce que quelque part là-dehors, une autre femme écoute, vous avez 21 ans, et vous êtes accroupi derrière une planche en bois posée sur une fosse, entouré de mouches bourdonnantes et de l'odeur de toutes les femmes qui sont passées avant vous. Bienvenue dans vos toilettes. Pas de mur, pas de siège, pas de dignité. Vous pressez votre châle sur votre nez et essayez de ne pas respirer trop profondément. La latrine du village n'est rien d'autre qu'un trou dans le sol couvert de planches glissantes, partagé par 30 personnes. La pluie transforme la terre en boue, les rats trottinent entre vos pieds. Une fois, une fille a glissé et s'est cassé le poignet ici. Personne n'a ri. Tout le monde a juste détourné les yeux. Parce que c'est normal, ou du moins, c'est normal pour vous. Un fait courant, dans la plupart des communautés médiévales, l'assainissement était considéré comme un problème masculin. Les latrines étaient construites pour les armées, les monastères ou les nobles. Les femmes, surtout dans les foyers pauvres, devaient se soulager derrière les granges, dans des fossés, ou dans des fosses communes comme celle-ci, et si vous aviez la chance d'être une noble, vous deviez encore compter sur un tabouret fermé, une boîte en bois portable avec un bol en céramique en dessous, vidé, bien sûr, par des servantes, toujours les plus pauvres. Il n'y a pas de papier toilette, vous utilisez des chiffons, de la mousse, ou si vous êtes désespéré, des feuilles. Vous essayez d'éviter les chardons, vous avez appris cette leçon à la dure. Une anecdote étrange, certains châteaux avaient des garde-robes qui
qui servait aussi de penderie. Les vêtements étaient suspendus au-dessus des conduits d'évacuation parce qu'on croyait que l'ammoniaque tuait les poux. Imaginez vous habiller chaque matin avec des vêtements parfumés à la vapeur de peau de chambre, c'était du luxe. Vous vous levez, vous essuyez, ajustez votre jupe et marchez prudemment sur le bord, votre cheville vacille, vous vous stabilisez sur le bois rugueux. De retour à la chaumière, votre mari crie de l'intérieur. Le feu est éteint. Vous vous précipitez pour le rallumer, prétendant que vous n'étiez pas juste ankle deep dans la maladie de quelqu'un d'autre. Vous frottez vos mains avec de l'eau froide et du sable. Il n'y a pas de savon. Les historiens débattent encore pour savoir si les gens médiévaux comprenaient le lien entre hygiène et maladie. Certains disent qu'ils le faisaient, du moins en principe, mais manquaient d'outils. D'autres soutiennent que les restrictions religieuses et la pénurie d'eau rendaient l'assainissement presque impossible. De toute façon, c'est vous qui en payez le prix. Vous faites bouillir de l'eau pour la soupe et captez votre reflet à la surface du pot. Votre peau semble fatiguée, vos yeux ternent. Vous vous demandez ce que les femmes du futur penseront de vous. Vous espérez qu'elles ne romantiseront pas cela. Vous espérez qu'elles ne diront pas « Quelle époque simple, il n'y a rien de simple à creuser des fosses à déchets en hiver » ou à enterrer un chiffon parce que vous avez saigné à travers votre dernière chemise ou à marcher 3 miles pour trouver de l'eau propre, seulement pour voir une chèvre boire en premier. Ce soir, une tempête arrive, le toit de chaume fuit, vous placez des seaux sous les gouttes et restez éveillé, écoutant le vent, et vous pensez à la fosse, et au rat, et au fait que personne, ni votre mari, ni le prêtre, ni même votre mère, ne vous a jamais demandé où vous allez quand la nature appelle, parce que certains inconforts sont si ancrés qu'ils deviennent invisibles, mais vous les ressentez toujours, dans vos semelles, dans votre estomac, dans votre silence. Vous avez 22 ans, et votre dos fait mal d'une manière qui semble plus vieille que vous. Parce que ce matin, comme tous les autres, vous avez crié dans un tas de chiffons en mettant un bébé au monde. Seul, presque. Pas parce que vous vouliez la solitude, mais parce que l'accouchement ici est une pièce de peur, pas une cérémonie. La sage-femme est arrivée tard, la voisine s'est évanouie, et votre mari attendait dehors comme si c'était une transaction de marché. Vous auriez pu mourir. Beaucoup le font. Vous pourriez encore. Vous saignez encore. Un fait courant, au Moyen Âge, la mort en couche était la cause la plus fréquente de décès pour les femmes de moins de 30 ans. Les estimations suggèrent que jusqu'à une naissance sur 3 se terminait par la mort de la mère dans certaines régions rurales, souvent à cause d'une infection, d'une hémorragie ou d'un pur épuisement. Et pourtant, ce n'est pas considéré comme tragique, c'est attendu. Vous serrez la couverture plus fort autour de votre poitrine, votre bébé est à côté de vous, petit, ridé, silencieux, la pièce sent le fer, le sel et c'est la graisse brûlante, la paille sous vous est trempée, vous priez pour que ce ne soit pas de sang. La sage-femme presse un tissu entre vos jambes et murmure un charme. Vous ne croyez pas au charme, mais vous croyez en ses mains, et en la façon dont elle n'a pas tressailli quand vous avez mordu son poignet pendant une contraction. Une anecdote marginale, dans certaines communautés médiévales, les femmes étaient découragées de crier pendant l'accouchement. Cela était vu comme impie ou faible. Certains registres montrent même des femmes punies après la naissance pour des hurlements indécents. Imaginez cela, amendé pour la douleur. Vous fixez le plafond, c'est du bois sombre, éclaté, couvert de toiles d'araignée. Vous comptez les poutres. Vous faites cela pour rester éveillé, pour ne pas dériver. Vous avez entendu les histoires, des femmes qui se sont reposées après l'accouchement et n'ont jamais rouvert les yeux. Certains disent que c'était une perte de sang. D'autres disent des esprits. Peu importe.
Vous voulez juste garder les yeux ouverts un peu plus longtemps. Dehors, les poules caquettent comme si rien ne s'était passé. À l'intérieur, votre ventre s'est effondré sur lui-même comme un sac percé. Votre belle-mère arrive avec un bol de bouillon et un avertissement murmuré. Si c'est une fille, ne montre pas de déception. Quelqu'un regarde toujours. Vous hochez la tête. Vous n'avez même pas encore regardé. Vous ne pouviez pas. Pas alors que vos mains tremblent encore. Pas alors que vos genoux sont trop faibles pour plier. Les historiens débattent encore pour savoir si les sages-femmes étaient des protectrices des femmes ou des extensions de la surveillance patriarcale. Certaines étaient des bouées de sauvetage. D'autres, des informatrices pour l'église ou le seigneur local. Surtout quand les naissances semblaient contre nature ou que le bébé était mort-né. Vous pensez au silence du bébé, vous jetez enfin un coup d'œil, une fille, petite, elle respire, vous ressentez une lueur d'amour, puis de la peur, parce que les filles n'héritent pas de terre, les filles ne vous sauvent pas de la pauvreté, les filles deviennent vous la serrez plus fort. Plus tard, le prêtre passe pour offrir une bénédiction. Il ne touche pas l'enfant. Il murmure juste du latin et asperge d'eau. Bénite votre ragoût par erreur. Vous ne le corrigez pas. Votre mari vous apporte un tissu, du lin grossier, pas propre. Vous le remerciez quand même. Vous le remerciez toujours. La gratitude vous garde en vie. Ce soir, vous dormez par à-coups. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous rêvez d'une eau qui monte, rouge, épaisse, engloutissant le sol. Vous vous réveillez en sursaut. Vérifiez le bébé. Elle est toujours là, toujours chaude, et vous aussi. Mais pour combien de temps? Vous ne demandez pas. Vous continuez juste à respirer. Vous avez appris à ne pas attendre plus. Vous avez 23 ans, et vous avez remarqué que les gens ont cessé de vous appeler jeune, pas parce que vous avez vieilli, mais parce que vous avez vécu. Et dans un monde comme celui-ci, c'est déjà suspect. Vous arrachez un seul cheveu gris de votre tempe et le tenez comme une condamnation à mort. Vous marchiez librement jusqu'au puits autrefois. Maintenant, les filles murmurent quand vous passez. Pas méchamment, juste, nerveusement, comme si vous n'étiez plus seulement une femme. Peut-être autre chose. Vous leur souriez quand même. Vous vous souvenez d'être elles. Mais quand vous vous éloignez, l'une d'elles prononce le mot sorcière. Pas fort. Juste assez doucement pour couper. Un fait courant, en Europe médiévale tardive, les femmes plus âgées, surtout célibataires ou veuves, étaient accusées de sorcellerie de manière disproportionnée. Avec l'âge venait le savoir présumé, et le savoir, chez une femme, était souvent transformé en danger. Il ne fallait pas grand-chose, un remède à base de plantes, un doigt tordu, un chat qui vous suivait chez vous, vous avez les trois. Aujourd'hui, quelqu'un laisse une souris morte sur le pas de votre porte, vous ne criez pas, vous la balayez dans les buissons, vous avez appris à ne pas réagir aux menaces, réagir les rend plus audacieux. Plus tard, un enfant du village trébuche en courant, s'écorche le genou, sa mère vous lance un regard comme si vous étiez le vent qui l'a poussé. Vous rentrez chez vous plus lentement ce soir. Les historiens débattent encore pour savoir si les accusations de sorcellerie étaient plus enracinées dans la paranoïa religieuse ou la jalousie économique. Certains suggèrent que les femmes possédant des biens, surtout les veuves, étaient ciblées pour leurs terres. D'autres disent que c'était une question de contrôle. Le pouvoir dans les mains des femmes, même minime, était trop perturbant. Vous allumez une bougie, pas pour des sorts, juste pour le réconfort. Mais quand quelqu'un passe devant votre fenêtre et voit la lueur, ils serrent leur enfant plus fort. Vous avez autrefois aidé une femme avec sa toux, fait bouillir du thym et du miel, elle vous a remercié,
Mais elle ne vous a plus parlé depuis. Une anecdote marginale. Dans un registre de procès du XVe siècle, une femme fut accusée de sorcellerie parce qu'elle chantait en filant et portait les cheveux détachés pendant un orage. C'était tout, 2 gestes, 2 symboles, et elle a brûlé. Vous attachez vos cheveux étroitement maintenant. Même quand personne n'est là, surtout alors, votre fille commence à marcher, elle trébuche souvent, mais rit plus. Vous enviez cela. Cette intrépidité, cette ignorance de la mince frontière entre être respecté et être surveillé. Votre mari est silencieux ces jours-ci, pas cruel, juste, distant. Vous pensez qu'il entend les murmures aussi. Vous pensez qu'il y croit un peu. Une nuit, il vous dit de ne plus sortir après le coucher du soleil. Vous hochez la tête. Vous ne lui dites pas que le crépuscule est le moment où les herbes s'épanouissent le mieux. Vous tenez un journal, caché derrière une brique du foyer. Pas de sort, pas de vengeance, juste des noms, des femmes que vous avez aidées, des femmes qui ont souri, des femmes qui ont disparu. Ça vous réconforte. De les voir écrits, une preuve que vous étiez utile, pas crainte, mais vous sursautez encore à chaque coup à la porte. Et chaque fois qu'un nouvel enfant tombe malade, vous vous demandez si ce sera vous qu'ils viendront chercher ensuite, pas parce que vous êtes coupable, mais parce que vous êtes là, vous êtes visible, vous êtes encore vivante. Et parfois, c'est le seul crime qu'une femme doit commettre. Vous avez 24 ans, et aujourd'hui, vous avez vu un homme voler un sac de farine et jurer sur la tombe de sa mère qu'il ne l'avait pas fait. 3 autres ont corroboré. Vous l'avez vu faire. Mais quand l'intendant du Seigneur a demandé des témoins, vous avez gardé la bouche fermée, parce que ça n'aurait pas d'importance, parce que vous êtes une femme, et en cours, cela signifie que votre voix vaut la moitié, littéralement, un fait courant. Dans de nombreuses régions d'Europe médiévale, le témoignage d'une femme était légalement considéré comme ayant la moitié du poids de celui d'un homme, si tant est qu'il était admis. Dans certaines juridictions, il n'était même pas recevable dans les cas de propriété, de vol ou d'agression, sauf s'il était corroboré par un témoin masculin. Vous pouviez être témoin d'un crime, en être victime, et pourtant ne pas être cru. Votre fille a eu de la fièvre le mois dernier. Vous avez juré sur le nom de Sainte Brigitte que ce n'était pas de la sorcellerie, que c'était juste le vent, la saison, le manque de navets, mais le guérisseur vous a interrogé, a demandé si quelqu'un d'envieux l'avait touché, comme si l'envie seule pouvait infecter un enfant, comme si les femmes étaient toujours la racine de chaque pourriture. Vous vous demandez combien d'autres se sont tues par pur épuisement. Il y a un nouveau prêtre au village, jeune, sévère. Il parle souvent d'obéissance. Il met en garde contre Ève, contre Jézabel, contre vous, sans prononcer votre nom. Pendant les sermons du dimanche, il fixe chaque femme juste assez longtemps pour vous faire douter de votre propre décence. Les historiens débattent encore pour savoir si les femmes médiévales comprenaient vraiment leur statut légal. Certains soutiennent qu'elles s'adaptaient avec ruse, travaillant à travers leurs filces, marices et faveurs. D'autres croient que la plupart des femmes ont simplement abandonné l'idée de justice et se sont concentrées sur le fait de rester invisibles. Une anecdote curieuse, dans un registre de procès du XIVe siècle, une femme accusée d'avoir volé une miche de pain n'a été posée qu'une seule question. Votre mari était-il au courant ? Quand elle a répondu non, ils ont conclu qu'elle devait mentir. Parce qu'aucune femme mariée n'agirait sans la permission d'un homme. Vous plongez vos mains dans l'eau de lavage et serrez les dents. Aujourd'hui, un cochon s'introduit dans votre jardin, détruit les poireaux, vous le chassez, jurant à voix basse, le propriétaire arrive et exige un paiement. Pour avoir effrayé son animal, vous voulez crier, vous voulez hurler, mais vous savez comment ça finit. Alors, vous lui donnez un navet et des excuses. Votre mari ne comprend pas pourquoi vous êtes silencieuse ce soir.
Il demande si vous êtes en colère, vous dites non. Vous dites que vous êtes fatigué, c'est toujours une réponse sûre. Vous bordez votre fille et lui racontez une histoire. À propos d'un oiseau intelligent qui a sauvé un village mais n'a jamais été remercié parce qu'il avait des plumes que personne n'aimait, votre fille ne comprend pas encore la métaphore, mais elle le fera. Un jour, quelqu'un essaiera de la faire taire, et elle se demandera si elle a le droit de parler. Vous espérez qu'elle se souviendra de ce moment, de la façon dont votre voix tremblait, mais continuait, de la façon dont vos bras l'entouraient comme un serment, et vous espérez, mon Dieu, vous espérez, qu'elle vive assez longtemps pour être crue. Vous avez 25 ans, et aujourd'hui, vos mains tremblent, pas à cause du travail, pas à cause du froid, mais à cause de la peur, parce que quelqu'un a trouvé votre note, pas une confession, pas un sort, juste un poème, quelque chose que vous avez griffonné il y a des semaines sur un bout de parchemin d'emballage de laine, quelque chose de simple, de petit. Quand la lune s'incline bas, la file que j'étais me manque, vous l'avez glissée dans une crevasse du mur près de l'étagère à pain, sans intention particulière, sans chercher les ennuis, mais maintenant, il a été lu et mal interprété. Votre belle-mère dit que c'est émotionnel, la sage-femme dit que c'est dangereux, votre mari ne parle pas du tout, il fixe juste le parchemin comme s'il allait le mordre. Un fait courant, dans de nombreuses communautés médiévales, une femme écrivant quoi que ce soit en dehors des écritures religieuses était suspecte. Écrire impliquait une éducation, et une éducation impliquait une indépendance. Une femme écrivant de la poésie ou des lettres, surtout personnelles, était souvent accusée de vanité, d'arrogance, ou pire, d'adultère. Parce que si vous pouvez écrire un poème, vous pouvez écrire un poème d'amour. Et si vous pouvez faire cela, à qui l'écrivez-vous exactement ? Votre note n'a pas de nom dessus, pas d'adresse, pas de séduction, mais ça n'a pas d'importance. Ils disent que ça sent la nostalgie, comme si c'était un crime. Vous pensez à l'autre fille, Agnès, qui a été surprise avec une lettre d'amour au printemps dernier, juste quelques lignes sur un garçon qui lui a touché la main trop longtemps au marché. Elle avait 15 ans. Ils l'ont paradée dans le village avec de l'encre étalée sur le visage comme une marque. Vous vous souvenez de ses yeux, vides et sans cligner. Elle est mariée maintenant. À quelqu'un de 2 fois son âge, son sourire n'est jamais revenu. Les historiens débattent encore pour savoir si les accusations écrites, surtout contre les femmes, étaient des actes de véritable préoccupation ou de contrôle communautaire. Certains prétendent que c'était pour l'ordre moral, d'autres disent que c'était une méthode pour isoler les femmes de l'alphabétisation, et donc du pouvoir. Une anecdote curieuse, un manuscrit conservé du XIIIe siècle inclut une note en marge, écrite d'une main tremblante et non entraînée. Je prie que mon mari ne voie jamais cela. Les érudits pensent qu'elle a été écrite par une nonne. Aujourd'hui, votre mari vous demande s'il y a quelque chose que vous voulez confesser. Son ton est bas, calme. C'est pire que crier. Les cris, vous pouvez les esquiver. Le calme, vous pouvez vous y noyer. Vous lui dites que ce n'était rien, juste une phrase, juste une façon de vous souvenir de votre jeune vous. Il dit « Alors, brûle-le ». Vous hésitez, juste assez longtemps. Il le voit, la pause, la douleur. Il attrape le parchemin et le jette dans le feu. Vous regardez les bords se recroqueviller, l'encre craquer, les mots disparaître en fumée. Et avec eux, une petite partie de votre défi. Plus tard, votre fille demande si elle peut apprendre ses lettres. Vous vous figez. Vous dites « Pourquoi ?» Elle dit « Pour écrire comme toi ». Vous souriez, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre, parce que maintenant, vous savez ce que coûte l'écriture. Et pourtant, vous le feriez encore.
vous avez 26 ans, et ce soir, vous avez retenu votre souffle quand le prêtre est passé devant votre maison. Encore, pas parce que vous avez péché, du moins, pas plus que n'importe qui d'autre, mais parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Et bientôt, quelqu'un devra payer. Et vu comment les choses vont, ce n'est rarement le coupable qui brûle. On a trouvé un livre dans les bois, relié en cuir, rempli de symboles et de diagrammes étranges. Probablement juste les notes médicales de quelqu'un, ou un cahier abandonné par un scribe. Mais peu importe. L'Église a qualifié cela d'hérésie. Et maintenant, il cherche son propriétaire. Votre cœur bat plus fort, bien que ce ne soit pas le vôtre, parce que vous lisez, parce que vous préparez des tisanes, parce que vous avez corrigé le latin du prêtre, une fois, en passant, et il ne l'a jamais oublié. Un fait courant, à la fin du Moyen-Âge, la ligne entre hérésie et pensée indépendante était fine comme un rasoir. Parler, poser des questions ou être vue comme trop intelligente pouvait vous placer sous le regard de l'Église. Et les femmes qui se démarquaient, même légèrement, étaient particulièrement vulnérables. Aujourd'hui, vous passez devant deux villageois murmurant près du marché, vous n'entendez pas les mots, mais vous captez un mot, robe. Apparemment, une femme a porté une robe rouge à la messe, un péché, disent-ils, trop audacieux, trop fier, pas un crime, légalement, mais la fierté est sa propre hérésie. Une anecdote curieuse, dans certaines villes médiévales, porter la mauvaise couleur pouvait entraîner des amendes ou une pénitence publique. Le rouge était risqué, le noir était funèbre, le vert, associé à la promiscuité, une veuve a porté du bleu et a été réprimandée pour se moquer de la Vierge, votre robe est marron, toujours marron, sûr, oubliable. Vous aidez un vieil homme à soulever un panier, il vous remercie. Plus tard, vous l'entendez dire « Celle-là en sait toujours trop ». Vous pensez à la tisane que vous lui avez faite pour ses genoux, au baume pour son coude. Vous vous demandez quelle partie de la gentillesse devient une menace. Les historiens débattent encore pour savoir si la montée des accusations d'hérésie envers les femmes reflétait un véritable zèle religieux ou une panique sociale déguisée en théologie. Certains croient que c'était le seul outil restant pour imposer la conformité quand la guerre et la peste rendaient le monde fragile. Vous croyez aux deux. Ce soir, on frappe à votre porte. Deux hommes de l'Église, ils posent des questions sur votre mari, sur vos voisins, sur vos livres. Vous leur montrez le psautier, celui avec une reliure cassée et trop de taches de bougie. Vous souriez gentiment. Vous demandez s'ils veulent du bouillon. Ils refusent. Leurs yeux scrutent que les étagères. Vous offrez du pain, ils le prennent. Avant de partir, l'un dit « Faites attention à ce que vous lisez. Le diable utilise de beaux mots. » Vous hochez la tête, vous ne souriez pas cette fois. Quand ils sont partis, vous vous asseyez près du foyer et ouvrez l'espace derrière la brique, où vous gardez le petit rouleau de vélin que votre mère vous a donné avant de mourir. Il contient une ligne « La vérité est souvent punie, mais jamais enterrée. Vous ne l'avez jamais montré à personne. Vous ne le ferez jamais. Mais ce soir, vous le tracez du doigt, comme une prière. Et dans un monde qui traite chaque femme intelligente d'hérétique, parfois la prière et la rébellion sont la même chose. Vous avez 27 ans. Et ce soir, la chaumière est plus silencieuse que jamais. Pas paisible, juste immobile. Le genre d'immobilité qui presse contre vos oreilles comme de la laine épaisse. Le feu s'est éteint. Votre fille dort, roulée comme un chaton, et vous êtes assise seule, cousant à la lueur d'une bougie, mais vous ne faites pas de vêtements. Vous brodez quelque chose de secret, pas une rébellion, un rappel, un cercle de lys, un oiseau avec une aile cassée. Un seul mot cousu à l'envers pour que seul vous sachiez ce qu'il signifie,
Souviens-toi, parce que vous avez passé votre vie à disparaître. Maintenant, vous cousez votre histoire dans l'ourlet de votre tablier. Un fait courant, de nombreuses femmes médiévales inséraient de petits symboles cachés dans leurs travaux d'aiguille, des écussons personnels, des charmes protecteurs, même des messages. L'Église les qualifiait d'oisifs, mais les érudits croient maintenant que ces petits actes étaient une forme de protestation privée, une rébellion silencieuse, faite de fils. Vous pensiez autrefois que survivre signifiait se taire, mais maintenant, vous savez mieux. Vous avez vu trop de femmes disparaître, votre voisine, partie après une accusation, votre belle-sœur, envoyée dans la nuit pour servir un cousin dans une ville plus froide, la sage-femme, elle n'ouvre plus sa porte après le coucher du soleil. Vous ne les blâmez pas, vous les comprenez. Mais vous avez commencé à lutter différemment. Vous échangez du pain contre du miel contre du sel contre de l'encre. Vous avez commencé à tenir un petit livre, enveloppé de laine, caché sous le plancher. Il ne contient pas de recettes, pas de confessions, mais des noms des filles qui l'ont appris, des noms des femmes qui ont enseigné, une carte de survie, écrite en murmures. Les historiens débattent encore pour savoir si de tels réseaux existaient. Certains disent que l'idée de cercle de femmes est une fantaisie romantique. D'autres insistent sur le fait que les motifs sont trop cohérents pour être ignorés. Vous croyez aux motifs, vous les avez vécus, et maintenant, vous en faites partie. Ce soir, vous et 3 autres vous réunissez au bord du champ, juste après le lever de la lune. Pas de bougies, pas de symboles, juste des mains serrées, une respiration visible dans l'air et un code silencieux. 3 coups, une pause, puis 1. Vous partagez des graines, littérales et métaphoriques. Une racine guérisseuse, un bout de laine teint en pourpre, une berceuse à moitié oubliée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire, et c'est puissant. Une anecdote curieuse, dans certaines villes, les femmes ont développé des langages non-verbaux entiers en utilisant les rythmes des rouets, les tapements de pieds et les motifs de broderie, des moyens de communiquer hors de la conscience masculine. Un cas documenté en Espagne montrait des femmes cousant des poèmes avec des nœuds intentionnellement irréguliers comme signal. Vous finissez le lit sur votre tablier et nouez le fil. Vous rangez l'aiguille. Embrassez le front de votre fille et murmurez le mot à l'envers une dernière fois. Souviens-toi, parce qu'un jour, elle demandera comment c'était, et vous voulez qu'elle sache pas seulement la douleur, mais la force, pas seulement le silence, mais le code, pas seulement la souffrance, mais la résistance. Vous fermez le journal, vous éteignez la bougie, et pour la première fois de votre vie, l'obscurité ne semble pas une menace, c'est une couverture, un endroit pour planter, un endroit pour attendre, un endroit pour respirer. Le feu n'est plus qu'une lueur rouge, respirant doucement comme un animal endormi. Vos yeux sont lourds. La couverture autour de vos épaules sent légèrement la lavande et la cendre. Le bébé remue à côté de vous, puis se rendort. Vous écoutez. Le silence. Le vent qui s'infiltre par les fissures du bois. Votre propre cœur qui ralentit. Et peut-être que ce n'est pas le monde que vous vouliez, mais d'une manière ou d'une autre, vous y avez créé quelque chose, un petit coin, une lueur de douceur dans une vie au bord dur, une pièce secrète taillée dans les routines et les ruines. Vous fermez les yeux et imaginez ce lys brodé, ses pétales s'ouvrant à la lueur des bougies comme s'ils savaient survivre à l'hiver, comme vous, parce que vous avez appris que l'histoire ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure, parfois, elle se coud dans les coins, et parfois, elle chante bas et stable jusqu'à ce que quelqu'un écoute enfin.
Vous ne savez pas qui lira votre nom, ou s'ils le prononceront correctement. Mais vous espérez qu'ils trouveront la force que vous avez laissée derrière, dans le fil, dans la cendre, dans la mémoire, alors dormez maintenant. Les étoiles sont toujours au-dessus de vous, juste cachées derrière ce vieux toit. Votre histoire est cousue, votre souffle est en sécurité ici. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas seul, plus maintenant. Nous plongeons dans l'univers sauvage et âpre de l'accouchement au Moyen Âge. Imaginez-vous dans un village boueux, l'air chargé de fumée de bois et d'une légère odeur de bétail. Une hutte basse, aux poutres de bois, se dresse devant vous, son toit de chaume affaissé comme le chapeau d'un vieillard. À l'intérieur, les respirations haletantes d'une femme résonnent, mêlées au crépitement d'un feu. C'est ici que la vie commence, ou s'achève, à une époque où mettre un enfant au monde était un pari avec la mort. Attention, vous risquez de ne pas en sortir indemne, pas sans quelques frissons. Vous poussez la porte grinçante de la hutte, vos bottes raclant un sol de terre battue et de paille. L'air est lourd, comme s'il gardait des secrets. Une femme est allongée sur une paillasse basse, son visage luisant de sueur, ses mains agrippant une corde attachée au chevron. Voici l'accouchement médiéval. Pas d'hôpitaux stériles, pas de péridurale, juste une endurance brute. Autour d'elle, un groupe de femmes s'active. Voisines, tantes, peut-être une sœur, leur voix formant un bourdonnement d'encouragement. La scène semble chaotique, mais étrangement intime, comme une société secrète dans laquelle vous venez de pénétrer. Les historiens estiment qu'au XIIIe siècle, jusqu'à 20% des mères ne survivaient pas à l'accouchement. Une réalité sinistre qui plane sur cette pièce comme un nuage d'orage. Vous remarquez des outils éparpillés sur une table branlante, un bol en poterie ébréché, un bouquet d'herbes et un couteau qui semble plus adapté à dépecer qu'à donner la vie. Les femmes ici s'appuient sur l'expérience, pas sur des manuels, car la médecine est un patchwork de folklore et d'essais-erreurs. Une anecdote amusante, certaines sages-femmes juraient qu'un aimant placé sous le lit d'accouchement pouvait tirer le bébé. Ça ressemble à une astuce que votre tante excentrique tenterait aujourd'hui, non ? Les historiens débattent encore pour savoir si ces pratiques aidaient ou donnaient simplement l'illusion d'agir pendant que le destin lançait les dés. Vous vous agenouillez près de la femme en travail, ses yeux brûlants de détermination. La douleur est implacable, mais elle l'est tout autant. La sage-femme, une femme maigre aux mains calleuses, murmure une prière à Sainte Marguerite, patronne des accouchements. La religion n'est pas qu'un réconfort ici, c'est une bouée de sauvetage. L'Église domine, dictant tout, de l'alimentation à ceux qui peuvent toucher la mer. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander à quoi ressemble cette épreuve sans secours moderne. La réponse flotte dans l'air, tendue, pleine d'espoir et légèrement terrifiante. Alors que le feu crépite, une odeur âcre vous parvient, peut-être une compresse de mugwort ou de jusquiame. Ces herbes sont l'équivalent médiéval d'une pharmacie, mais bonne chance pour deviner le dosage, les femmes chantent doucement, leur voix tissant un rythme ancien, presque hypnotique. Vous êtes frappé par la communauté ici. Personne n'est seul dans ce combat. Mais soyons honnêtes, si vous étiez celle qui pousse, vous rêveriez probablement d'une machine à remonter le temps, ou au moins d'une boisson plus forte. À propos de boisson, la sage-femme pourrait glisser un peu de bière à la mère pour atténuer la douleur. Élégant, non ? Vous jetez un œil à la porte, espérant presque voir un médecin faire irruption. Rien. C'est le territoire des femmes. Un espace rare où les hommes sont des intrus. C'est un contraste avec aujourd'hui, où les hôpitaux semblent des centres technologiques. La différence vous frappe. Cette hutte, cet instant, c'est la vie réduite à son essence.
Vous n'êtes pas seulement témoin de l'histoire, vous la respirez, la contraction suivante de la mère vous ramène à la réalité, sa prise sur la corde se resserrant. Vous l'encouragez en silence. Mais les chances, elles ne sont pas fameuses. Pourtant, quelque chose dans sa ténacité obstinée vous fait croire qu'elle pourrait bien les défier. Vous êtes toujours dans la hutte enfumée, l'air épais de tension et de l'odeur piquante des herbes. Les respirations de la femme en travail sont maintenant saccadées. Chaque souffle une bataille. Votre regard se pose sur la sage-femme, la reine officieuse de cette scène chaotique. Elle est plus âgée, peut-être la cinquantaine, son visage marqué par des années à mettre au monde des bébés, et à en enterrer certains. Ses mains bougent avec une assurance tranquille, mélangeant une mixture trouble de camomille et de fenouil dans une tasse en argile. C'est son domaine, où elle manie un savoir transmis de génération en génération, pas appris dans une université prestigieuse. Au Moyen-Âge, les sages-femmes étaient le pilier de l'accouchement, souvent le seul secours médical d'un village. Au XVe siècle, certaines villes les autorisaient même officiellement. Une rare reconnaissance de leur talent dans un monde qui valorisait peu le travail des femmes. Vous la regardez verser la concoction dans la bouche de la mère, murmurant des mots qui semblent mi-prière, mi-sortilège. Ce n'est pas seulement de la médecine, c'est du théâtre, destiné à apaiser tout le monde dans la pièce. Une anecdote amusante. Certaines sages-femmes portèrent des pierres d'aigle, des roches creuses avec une petite pierre qui cliquetait à l'intérieur, censée soulager les douleurs de l'accouchement. Imaginez la publicité sur un Etsy médiéval, garantie pour faire sortir votre bébé en un claquement. Les historiens débattent encore pour savoir si ces amulettes étaient des placebos ou si leur effet psychologique aidait vraiment. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas sûr de miser votre vie sur un caillou magique. Le rôle de la sage-femme n'est pas seulement pratique, il est spirituel. Elle est à la fois guérisseuse et prêtresse. Naviguant dans un monde où chaque naissance oscille entre miracle et désastre, vous remarquez que les autres femmes lui accordent une déférence, suspendue à chacun de ses gestes. Elle ne se contente pas de mettre un bébé au monde, elle maintient l'unité de la pièce. Vous ne pouvez vous empêcher de l'admirer. Même si ses méthodes vous font grimacer, elle enveloppe le ventre de la mère d'un linge imbibé d'huile chaude, prétendant que cela ouvrira le chemin. Vous êtes sceptique, mais la mère semble se détendre. Alors peut-être y a-t-il quelque chose à cela. Alors que les contractions se rapprochent, la sage-femme entonne un chant, sa voix basse et rythmée, comme une berceuse pour adultes. C'est hypnotique, vous entraînant plus profondément dans l'instant. Vous êtes frappé par la confiance que tout le monde place en elle. Malgré les probabilités, l'accouchement était une cause majeure de mortalité pour les femmes. Et personne ici n'est naïf à ce sujet. Pourtant, le calme de la sage-femme est contagieux, comme si elle avait tout vu et croyait encore aux fins heureuses. Vous vous demandez quelles histoires elle pourrait raconter, des triomphes, des tragédies, ou cette fois où une vache s'est égarée dans la hutte d'accouchement. Ça devait être une journée mémorable. Vous vous penchez plus près, apercevant ses outils, un petit couteau, une bobine de fil et un bol contenant ce qui ressemble à de la boue. L'hygiène, inexistante. La sage-femme essuie ses mains sur son tablier, et vous essayez de ne pas tressaillir. Votre côté moderne veut hurler à propos des microbes, mais ici, c'est juste un mardi comme un autre. La mère gémit, et la sage-femme se concentre, son sarcasme perçant. « Allez, petite, tu n'es pas en train de mettre au monde un cheval, c'est une pique gentille. » Et la pièce rit, la tension s'allégeant un instant. Vous souriez aussi. L'humour face au danger ressemble à une forme de défi. Le savoir de la sage-femme ne se limite pas aux herbes et aux champs. Ce sont des instincts aiguisés par des années de pratique. Elle palpe le ventre de la mère, ses doigts traçant la position du bébé
avec une précision presque chirurgicale. Vous êtes impressionné, mais aussi inquiet. Si quelque chose tourne mal, il n'y a pas de plan B, pas d'ambulance, pas de césarienne. La sage-femme est le seul recours. Vous jetez un œil à la porte, espérant à moitié un miracle. Mais il n'y a que vous, les femmes, et cette réalité crue. À propos de crue, la paille au sol semble de moins en moins accueillante. Vous avez déjà essayé de dormir sur une botte de foin, ce n'est pas aussi romantique qu'on le dit. Alors que la mer pousse, la voix de la sage-femme reste stable, la guidant comme un bateau à travers une tempête. Vous les soutenez toutes les deux, pris dans l'intensité brute de cet instant. La sage-femme n'est pas seulement une guérisseuse, elle est une bouée de sauvetage, tissant espoir et compétence dans un monde qui n'offre ni l'un ni l'autre généreusement. Le feu crépite, projetant des ombres qui dansent comme des fantômes, et vous réalisez, ceci est l'histoire, pas dans les châteaux ou les champs de bataille, mais ici, dans cette hutte, entre ses mains, vous êtes toujours accroupi dans la hutte obscure, l'air alourdi par l'odeur de sueur et la douce fragrance des herbes brûlantes. Le chant régulier de la sage-femme bourdonne en fond, mais maintenant, votre attention est captée par autre chose. Les rituels étranges, presque inquiétants, qui se déploient autour de la femme en travail. La pièce semble vibrer de superstition, comme si des forces invisibles étaient invoquées ou bannies. Une femme plus âgée, aux doigts noueux comme des racines, attache une série de nœuds complexes sur une corde rouge, murmurant qu'elle liera la douleur. Vous haussez un sourcil, attachez des nœuds pour soulager la douleur. Bienvenue au Moyen-Âge, où l'accouchement était autant une affaire de mysticisme que de médecine. Les superstitions n'étaient pas de simples bizarreries, elles étaient des stratégies de survie dans un monde où la mort était une invitée fréquente. Au XIIIe siècle, ces rituels étaient si ancrés que même l'Église, toujours vigilante, les tolérait à contre-cœur. Vous observez une autre femme saupoudrer du sel en cercle autour de la paillasse, censément pour repousser les esprits malins. Une anecdote amusante. Certains villages croyaient qu'un démon nommé Lilith enlevait les nouveau-nés. Alors les mères serraient des amulettes ou murmuraient des charmes pour la tenir à distance. On dirait une version médiévale d'un babyphone, mais avec plus de chants et moins de piles. Les historiens débattent encore pour savoir si ces rituels étaient purement psychologiques ou s'ils reflétaient des peurs culturelles profondes face à la mortalité infantile. Quoi qu'il en soit, vous ressentez l'espoir collectif de la pièce, accroché à ses défenses fragiles. La mère, entre deux gémissements, serre une petite statuette en bois de Sainte Marguerite, ses jointures blanchies. Vous comprenez, quand la science n'existe pas, on s'appuie pleinement sur la foi, les femmes autour d'elles bougent dans synchronie, comme si elles exécutaient une danse répétée depuis des siècles. L'une d'elles jette du lavandin séché dans le feu, envoyant une bouffée florale et piquante. C'est censé purifier l'air, mais vous êtes presque sûr que ça fait juste éternuer tout le monde. Vous retenez un rire. Imaginez expliquer les allergies à cette foule. Désolé, tante Agnès, ton répulsif à démon me donne le nez qui coule. La sage-femme, impassible, approuve les rituels d'un hochement de tête. Elle est pragmatique, mais pas au-dessus d'un bon charme elle-même. Elle a un pied de lapin glissé dans son tablier. Vous vous demandez si elle y croit ou si c'est juste pour le spectacle. Un peu comme un fait semblant jusqu'à ce que ça marche médiéval. La femme au nœud termine son ouvrage et suspend la corde au-dessus du lit, prétendant qu'elle facilitera le passage du bébé. Vous êtes sceptique, mais le visage de la mère s'adoucit, comme si l'acte lui-même était une sorte de médecine. Peut-être que c'est le cas. Dans un monde sans anesthésie, un peu de croyance fait beaucoup. Vous vous déplacez sur le sol jonché de paille, vos genoux protestants,
Vous avez déjà essayé de vous asseoir en tailleur sur ce qui ressemble à une pile de cure-dents? Pas vraiment confortable. Le feu crépite, et vous remarquez une petite marmite en argile mijotant dans un coin, remplie de quelque chose qui sent le regret, probablement un autre charme, peut-être des orties bouillies pour renforcer l'utérus. La logique est bancale, mais l'effort est réel. Ces femmes jettent tout ce qu'elles ont dans cette naissance. Herbes, prières, même des nœuds. Vous ne pouvez vous empêcher d'admirer leur courage, même si leurs méthodes vous font apprécier les hôpitaux modernes. Les rituels se succèdent. Une femme presse une pierre de rivière lisse dans la paume de la mer, disant que cela ancrera sa force. Vous commencez à voir le schéma. Chaque geste, aussi étrange soit-il, vise à reprendre le contrôle dans une situation qui semble tout sauf maîtrisable. La contraction suivante de la mer frappe, et la pièce se tait, les charmes et les chants s'interrompant comme s'ils retenaient leur souffle. Vous le ressentez aussi, un mélange d'émerveillement et de crainte. Les superstitions ne fonctionnent peut-être pas, mais elles sont une bouée de sauvetage, tissant l'espoir dans un monde où les résultats sont incertains. Alors que la sage-femme reprend son chant, vous croisez le regard de la mère, féroce malgré la douleur. Elle ne se contente pas d'endurer, elle se bat, soutenue par les rituels autour d'elle. Vous êtes frappé par la manière dont ces coutumes étranges, nées de la peur et du désespoir, créent une sorte d'armure, le cercle de sel, la corde nouée, les charmes murmurés. Ce ne sont pas seulement du folklore, ce sont une révolte contre une réalité brutale. Vous vous penchez plus près, la chaleur du feu effleurant votre visage, et vous réalisez, ce n'est pas seulement une naissance, c'est une bataille, et la superstition est l'une de leurs armes. Vous êtes toujours dans la lueur vacillante de la hutte, l'air saturé par l'odeur de lavandin et de sueur. Les respirations laborieuses de la mer emplissent l'espace, et la corde nouée de ce rituel superstitieux oscille doucement au-dessus d'elle. Maintenant, vos yeux glissent vers une table bancale dans un coin, où les outils de la sage-femme scintillent à la lumière du feu. Ce ne sont pas les instruments rutilants d'une salle d'opération moderne, ils sont rudimentaires, presque menaçants. Vous repérez une paire de forceps en fer, leur mâchoire rouillée et lourde, comme un outil pour forcer une caisse récalcitrante. Au Moyen Âge, ces outils étaient un dernier recours, maniés par des sages-femmes ou des barbiers chirurgiens avec plus de courage que de précision. Au XVe siècle, les forceps commençaient à changer la donne, mais leur usage était rare et risqué, sauvant certaines vies tout en mutilant d'autres. Vous saisissez les forceps, leur poids vous surprenant, ils sont froids, maladroits, et vous ne pouvez vous empêcher de grimacer en imaginant leur utilisation. Une anecdote amusante. Certaines sages-femmes préféraient utiliser leurs mains ou même des cuillères en bois graissé pour repositionner un bébé coincé, croyant que les outils métalliques irritaient les esprits. Parler d'une astuce low-tech. On se demande s'ils offraient une garantie pour ces cuillères. Les historiens débattent encore pour savoir si les premiers forceps réduisaient la mortalité ou donnaient simplement aux sages-femmes une fausse impression de contrôle. Quoi qu'il en soit, vous êtes soulagé de ne pas être celui qui les teste. La sage-femme remarque votre regard et secoue la tête, comme pour dire « pas encore ». Elle s'appuie toujours sur ses mains, pétrissant le ventre de la mère avec un rythme presque musical. Vous admirez son habileté, mais les outils sur la table racontent une histoire plus sombre. Il y a un couteau émoussé. Son tranchant est bréché par on ne sait quoi, et une aiguille en os enfilée d'un fil grossier. Ce sont pour les urgences, déchirures ou, pire, une césarienne improvisée qui finissait presque toujours en tragédie. Vous essayez de ne pas y penser. Votre côté moderne veut tout stériliser. Mais ici, le summum de l'hygiène est un rinçage rapide à la bière. À la vôtre, non.
La mère gémit, vous ramenant à l'instant. La sage-femme murmure quelque chose à propos d'ouvrir le chemin et attrape un petit pot en argile. Il est rempli d'un onguent graisseux. Peut-être du saindoux mélangé à des herbes, utilisé pour lubrifier et faciliter le passage du bébé. Vous captez une bouffée et froncez le nez. Ça sent une bougie médiévale ratée. La sage-femme l'applique avec assurance. Et vous ne pouvez vous empêcher de respecter son énergie. Elle travaille avec ce qu'elle a. Et dans cette hutte, ce n'est pas grand-chose. Vous jetez un nouveau coup d'œil au forceps, vous demandant combien de fois ils sont un acte désespéré plutôt qu'un plan. La paille sous vos pieds craque alors que vous vous déplacez, vous rappelant que ce n'est pas exactement un cadre 5 étoiles, vous avez déjà essayé de vous asseoir sur un sol mi-terre. Mi-foin, c'est comme camper, mais avec des enjeux plus élevés. Le feu crépite, projetant des ombres qui rendent les outils encore plus sinistres. Vous remarquez un petit sac en cuir sur la table, débordant de feuilles séchées et de ce qui semble être une griffe d'oiseau. Un autre charme? Probablement. Parce que pourquoi ne pas ajouter un peu de magie à votre fer rouillé? Le mélange de pragmatisme et de superstition est vertigineux. Mais c'est tout ce qu'elles ont pour affronter un processus aussi mortel que miraculeux. Alors que la mère pousse, les mains de la sage-femme restent fermes, ses outils intouchés pour l'instant. Vous êtes frappé par sa retenue. Savoir quand ne pas intervenir est aussi crucial que savoir quand agir. Les forceps, le couteau, l'onguent, ils sont en réserve, pas les vedettes du spectacle. Vous ressentez le poids de la pièce, l'espoir et la peur entremêlés. Le cri suivant de la mère est féroce, et vous l'encouragez, même si vous observez ces outils avec méfiance. Ils rappellent à quel point la frontière entre la vie et la perte est mince. Vous vous penchez plus près, la chaleur du feu caressant votre visage, et vous réalisez, chaque naissance ici est un pari, et ces outils sont la carte imprévisible. Vous êtes toujours dans la lueur vacillante de la hutte, l'odeur tenace de l'onguent au saindoux. Oui, cette ambiance de bougie médiévale ratée, persistant comme un hôte indésirable, les cris affaiblis de la mère, luttant avec un bébé en siège, résonnent encore, le linge d'emmaillotage, attendant comme une prière silencieuse. Maintenant, votre attention se tourne vers l'arsenal végétal de ces femmes, leurs onguents âcres et leurs infusions, une tentative désespérée de faire pencher la balance vers la vie. Au Moyen Âge, les herbes étaient ce qui se rapprochait le plus de la médecine, utilisées pour tout, d'apaiser le travail à repousser cette fièvre puerpérale que vous redoutez. Au XIIIe siècle, les sages-femmes s'appuyaient sur des plantes comme l'armoise et l'achillée, mais leur efficacité était un pari, souvent plus de l'espoir que de la science. Vous observez la sage-femme saisir un petit sac, en tirant des feuilles séchées qui sentent la forêt après la pluie. Elle les émiette dans une tasse en argile, préparant une infusion censée stabiliser le sang de la mère. Vous vous penchez, captant une bouffée. C'est vif, terreux, comme un thé que vous refuseriez poliment. Une anecdote amusante, certaines sages-femmes utilisaient de la racine de mandragore, censée hurler lorsqu'on l'arrachait du sol. Comme analgésique, imaginez les ragots du village. Elle a utilisé la racine qui crie, et le bébé a pratiquement dansé pour sortir. Les historiens débattent encore pour savoir si ces herbes aidaient ou n'étaient qu'un placebo saupoudré de folklore. Vous êtes sceptique, mais la mère boit l'infusion, alors vous restez silencieux. Le feu crépite, et vous vous déplacez sur la paille, toujours cet ennemi hérissé. Comme s'asseoir sur un balai mécontent, les mains de la sage-femme, encore luisantes de l'onguent, broient maintenant plus d'herbe avec une pierre, ses gestes précis malgré le chaos. Vous remarquez un pot d'onguent sur la table, probablement de l'achillée et de la consoude,
destiné à apaiser les déchirures ou les gonflements. Ça sent le regret, mais c'est mieux que rien. Votre côté moderne veut parler de dosage, mais ici, c'est une pincée de ceci, une poignée de cela. Les femmes font confiance à ces plantes, leur savoir transmis comme une recette familiale, même si les résultats sont aléatoires. Le gémissement suivant de la mère est faible, et la sage-femme l'encourage à boire encore de l'infusion. Vous n'êtes pas sûr si cela aide ou si ça l'occupe simplement. Les herbes sont une bouée de sauvetage, mais elles ne font pas le poids face à une infection ou une hémorragie. Vous souvenez-vous de cette fièvre puerpérale ? La corde nouée oscille au-dessus, rappelant ces superstitions, et vous vous demandez si les herbes ne sont qu'un autre charme, plus de foi que de remède. L'engagement des femmes vous frappe, elles jettent tout dans cette naissance, des prières aux plantes, sachant que les chances sont cruelles. Avez-vous déjà essayé de résoudre une crise avec des mauvaises herbes du jardin ? C'est comme affronter un dragon avec un couteau à beurre. Une étincelle du feu atterrit près de votre pied et vous la balayez, marmonnant. Pas maintenant. Petite flamme. La pièce est trop concentrée pour remarquer votre remarque, mais elle vous ancre. Le sarcasme de la sage-femme perce. Bois, petite, où les herbes vont penser que tu fais la difficile. Vous souriez, émerveillé par la façon dont l'humour s'immisce dans l'attention. Les femmes passent la tasse. Leurs mains fermes, leur visage marqué par l'espoir. L'église, avec sa croix au mur, bénissait certaines herbes, mais regardait d'autres avec suspicion, les qualifiant de sorcières. Pourtant, ici, elles sont un salut, étalées sur la peau ou infusées dans l'eau. Vous vous penchez plus près, la chaleur du feu caressant votre visage, et vous ressentez le poids de leur confiance en ces feuilles fragiles. Les herbes étaient leur pharmacie, leur science, leur défi face à un monde sans garantie. La mère boit à nouveau, ses yeux féroces malgré la douleur. Vous l'encouragez, mais le pouvoir des herbes semble être un lancer de pièces. Pile pour la guérison, face pour le chagrin. La hutte bourdonne d'efforts, les femmes tissant l'espoir avec des plantes et des prières, et vous réalisez, ce n'est pas seulement une naissance, c'est une bataille où chaque feuille est une arme, et la survie est le prix. Vous êtes toujours dans la hutte enfumée, l'odeur âcre de l'infusion d'herbes. Souvenez-vous de cette vibe de thé pluvieux, se mêlant à l'inévitable puanteur de l'onguent au sein doux, les gorgées féroces de la mer et sa lutte avec le bébé en siège flottent dans l'air. Le linge d'emmaillotage toujours en attente. Maintenant, votre regard se pose sur les coutumes étranges, presque fantasques, qui marquent l'accouchement à travers les régions médiévales, ces particularités culturelles, de l'enfouissement des placentas à la suspension de charme, étaient aussi cruciales que les herbes dans la lutte pour la survie. Chaque village ajoutant sa propre touche au rituel de la naissance. Au XIIIe siècle, ces pratiques variaient énormément, reflétant les croyances et les peurs locales sur la vie, la mort et la chance. Vous remarquez une voisine creuser un petit trou dans le sol en terre de la hutte, ses mains rapides et déterminées. Elle se prépare à enterrer le placenta après la naissance, une coutume que certains villages juraient apporter bonne fortune à la mère. Une anecdote amusante. Dans certaines régions d'Angleterre, on plantait un arbre au-dessus du placenta enfoui, croyant que cela liait l'âme de l'enfant à la terre. Parler d'un arbre généalogique littéral. Espérons qu'il choisissait un chêne robuste et non un arbuste chétif. Les historiens débattent encore pour savoir si ces rituels concernaient un lien spirituel ou simplement une élimination pratique dans un monde sans hygiène. Vous penchez pour les deux, avec une touche de superstition. La sage-femme, toujours en train de guider la mère dans le travail.
approuve le creusement d'un hochement de tête, elle a tout vu, placenta enfoui, brûlé, ou même séché comme charme. Vous captez une bouffée de longan d'Achillée, oui, cette vibe de bougie regrettable persiste, et vous apercevez un fagot de brindilles attaché avec du fil rouge près de la porte. C'est une autre coutume locale, censée piéger les esprits malins. Vous haussez un sourcil, on dirait un projet d'artisanat qui a mal tourné, mais les femmes le traitent comme une porte de forteresse. La corde nouée oscille au-dessus. Vous souvenez-vous de cette vieille superstition et vous réalisez que ces bizarreries sont cousines, toutes tissant de l'espoir dans le chaos. La paille sous vos genoux reste un ennemi hérissé. Avez-vous déjà été assis sur ce qui semble être une meule de foin vengeresse ? Vous vous déplacez, le crépitement du feu vous faisant sursauter. Une étincelle atterrit près du fagot de brindilles et vous murmurez. Pas aujourd'hui, petit pyromane. La pièce est trop tendue pour votre remarque, mais elle vous maintient stable. Le gémissement de la mère vous ramène, son visage marqué par la douleur mais intact. Ses coutumes, comme enterrer le placenta ou suspendre des charmes de brindilles, ne sont pas seulement des excentricités, elles sont une armure, donnant aux femmes un sentiment de contrôle dans un monde qui n'en offre aucun. L'Église, avec sa croix au mur, tolérait certaines bizarreries mais désapprouvait d'autres, les qualifiant de païennes. Pourtant, ici, elles sont sacrées. Le sarcasme de la sage-femme perse pousse, petite, où on plantera des arbres jusqu'à l'aube. Vous souriez, émerveillés par la façon dont l'humour s'infiltre dans le rituel. Les femmes rient, leurs mains occupées à creuser, prier ou ajuster ce fagot de brindilles. Vous êtes frappés par la diversité de ces coutumes. Dans un village, on pourrait chanter pour le placenta, dans un autre, on le jetterait dans une rivière pour purifier. Chaque acte est un fil dans la tapisserie de la survie, liant la mère, le bébé et la communauté à quelque chose de plus grand. Vous vous demandez quelle serait la bizarrerie de votre ville natale. Peut-être un charme de routeur Wi-Fi pour de bonnes ondes ? Vous vous penchez plus près, la chaleur du feu caressant votre visage, et vous ressentez le poids de ces traditions. Ce ne sont pas seulement du folklore, ce sont une révolte, une manière de revendiquer le pouvoir sur le destin. La mère continue de lutter, le trou dans le sol prêt pour son rituel, les brindilles montant la garde. Vous l'encouragez, mais les particularités culturelles vous rappellent, chaque naissance ici est une histoire, unique à son lieu, à ses gens. La hutte bourdonne d'intention, les femmes tissant la chance avec de la terre et du fil, et vous réalisez, ces coutumes étranges sont le battement de cœur d'un monde qui refuse de se rendre. Vous êtes toujours dans la hutte enfumée. L'odeur légère de la terre du placenta, enfouie se mêlant à cet onguent au sein doux implacable. Oui, cette puanteur de bougie médiévale refuse de partir. La bataille de la mère avec la naissance en siège, le fagot de brindilles près de la porte, et les coutumes excentriques comme planter des arbres sur des placentas persistants dans votre esprit. Maintenant, vous reculez pour réfléchir à l'héritage de ces mères médiévales dont la résilience a façonné un monde plus dur. Leur survie, contre des probabilités brutales, n'était pas seulement personnelle, c'était une fondation, construisant des communautés qui ont enduré la guerre, la peste et le temps lui-même. Au XIIIe siècle, chaque mère qui survivait à l'accouchement devenait une architecte discrète de l'histoire. Leur force résonnant dans les villages qu'elle soutenait, vous observez la mère. Son visage une carte de douleur et de courage, poussant avec une ardeur qui semble immortelle. Si elle survit, elle portera ce moment comme une cicatrice, une histoire racontée à voix basse à ses proches, une anecdote amusante. Certains villages honorèrent les mères survivantes en tressant leurs cheveux dans une corde familiale,
un souvenir transmis de génération en génération, imaginez une tresse comme héritage familial. Ça bat un album photo poussiéreux. Non. Les historiens débattent encore pour savoir si ces traditions visaient à célébrer les mères ou à renforcer leur rôle de col communautaire. Vous pariez sur les deux, avec un clin d'œil à leur pouvoir tacite, les mains de la sage-femme, fermes malgré le chaos, incarnent cet héritage. Elle ne se contente pas de mettre un bébé au monde, elle forge un maillon dans une chaîne qui s'étend sur des siècles. Vous remarquez les femmes autour d'elle, leurs visages usés mais féroces, chacune probablement une survivante elle-même. Elles sont la preuve, des mères qui ont échappé à la fièvre. Vous souvenez-vous de ce tueur puerpéral, aux hémorragies et à ces forceps rouillés que vous avez observés plus tôt. La corde nouée oscille au-dessus. Rappelez-vous cette superstition, un symbole de l'espoir que ces femmes portaient, liant le passé au futur. Vous êtes frappé par leur défi silencieux, transformant la douleur en un héritage qui surpasse les rois et les châteaux. La paille sous vos genoux reste un ennemi hérissé. Sérieusement, qui a validé ce sol ? Vous vous déplacez. Le crépitement du feu plus doux maintenant, comme s'il s'éteignait avec la nuit. Le gémissement de la mer est faible, mais obstiné. Et le sarcasme de la sage-femme perce. Une dernière poussée, petite, et tu seras une légende. Vous souriez, émerveillé par la façon dont l'humour s'entrelace avec leur force. Les femmes rient, leurs mains fermes, passant un linge, une prière, un regard. Cette hutte, avec sa fumée et sa paille, est un creuset où la résilience est forgée, où les mères deviennent le pilier d'un monde qui s'appuie sur elles sans le demander. Vous vous penchez plus près, la chaleur du feu, une caresse douce maintenant, et vous ressentez le poids de leur héritage. Ces femmes ne se contentaient pas de survivre, elles construisaient des familles, des villages, un avenir. La croix de l'église au mur encadrait leur douleur comme divine, mais leur courage était humain, brut et inarrêtable. Vous encouragez cette mère, l'imaginant rejoindre les rangs de celles qui ont tressé des cordes, partagé des histoires et maintenu leur communauté unie, son combat et leur combat, un fil dans une tapisserie encore visible aujourd'hui, dans chaque famille qui retrace ses racines jusqu'à une hutte comme celle-ci. La lueur du feu s'estompe, ses braises pulsant comme un cœur lent. Vous sentez la hutte devenir plus silencieuse, l'air plus doux, comme si le monde exhalait. La lutte de la mère, les mains de la sage-femme, les prières des femmes, tout se fond en un bourdonnement unique et régulier, comme une berceuse pour les âges. Vous n'êtes plus seulement un visiteur, vous faites partie de leur histoire, porté par un courant de résilience qui traverse le temps. La paille sous vous semble moins acérée maintenant. La fumée un voile léger. Ces mères, avec leurs herbes, leurs cordes, leur espoir obstiné, ont construit un monde qui vous soutient encore aujourd'hui. Laissez leur force vous envelopper, leur courage vous murmurer le repos. Fermez les yeux, laissez le dernier crépitement du feu s'évanouir et glissez dans la paix pour laquelle elles se sont battues.